Bonjour à tous, donc je suis Miedzavola Goudnariv, je suis la directrice générale de la centrale d'achat Salam, Madagascar. Donc aujourd'hui je vais partager quelques réflexions, quelques retours sur l'accessibilité et l'équité pour les intrants de santé pour la population. Je ne sais pas si on peut... Il y a quelques slides qui devraient passer. J'ai ça, d'accord. Très bien. Peut-être pour présenter un petit peu la Grande Île et cette situation socio-économique, si on peut dire ça. C'est une très très grande île dans l'océan Indien, donc vous voyez là-bas, on est la Grande Orange en plein milieu de l'océan, tout près de l'Afrique. 590 000 km² et avec une population qui vit sous le seuil de la pauvreté pour la majorité. Quand on regarde la densité routière, puisque ça a un impact sur tout ce qui est accessibilité et équité évidemment, nous sommes à 5,4 km de route pour 100 km². On est un pays en voie, mais vraiment en voie de développement. Je ne vais peut-être pas passer un temps fou là-dessus. Si on regarde le système de santé malagasy, on a 22 CHU, à peu près 16 CHRR, une centaine de centres hospitaliers régionaux au niveau du district, de référence au niveau du district, et 2800 CSP à peu près. On a une allocation budgétaire de l'État qui tourne entre 5 et 8% donc de l'allocation qui est destinée et vouée à tout ce qui est santé, et encore moins donc à tout ce qui est intrants de santé et médicaments. À Madagascar, il n'y a pas de CSU fonctionnel à l'heure actuelle. On n'est que sur le recouvrement de coûts, d'une part, et sur donc une mise à disposition, une distribution gratuite des intrants par les programmes verticaux financés par les partenaires. Quand on regarde, on a à peu près 50% d'utilisation des services de santé qui sont réalisés au niveau du secteur public, donc le reste est donc au niveau des référencements, au niveau du privé. À côté, on a le circuit d'approvisionnement. Le premier, c'est le secteur public et l'autre, c'est le secteur privé. Je ne rentrerai peut-être pas plus en avant dans le secteur privé, mais plutôt dans le secteur public. Donc, nous, on importe en stock et on distribue, on revend plus précisément, que ce soit au niveau des pharmacies de gros de district, au niveau des unités de pharmacie des hôpitaux. Et donc, les pharmacies de gros de district revendent ensuite au CSP qui, eux, approvisionnent donc la population. Salam, c'est une centrale d'achat, donc avec un statut d'association à but non lucratif. La mission, c'est évidemment d'assurer l'approvisionnement en médicaments essentiels génériques, donc que génériques, consommables médicaux et matériel médical de qualité à prix abordable pour toutes les formations sanitaires publiques. On a 5 agences qui sont réparties dans la Grande Île. Soit on approvisionne ces agences-là qui, eux, approvisionnent les formations sanitaires, soit on fait du direct. Pour la plupart, on fait du direct, donc ça va du central jusqu'au niveau des pharmacies de gros des districts et des hôpitaux. En ce qui concerne la distribution, nous sommes certifiés QCP par classification 3 BPST par Quamed dernièrement. Donc, dans le respect évidemment des bonnes pratiques de distribution, nous distribuons jusqu'au niveau des pharmacies de gros du district. Donc, on essaie d'assurer au maximum la qualité tout au long de la chaîne. Si on regarde les initiatives qui visent à améliorer l'équité et l'accès, si je ne parle que du prix et de l'accès du produit en soi, si on regarde à côté, on a pris le cas vraiment un exemple d'un enfant qui s'appelle Ikutu, qui est pris d'une bronchiolite
on l'a comparé donc au salaire minimum d'embauche actuel, et on voit que petit à petit, on commence quand même à améliorer, disons, l'accès, même si c'est petit. Si on prend cet exemple type là, on a, à travers les actions et la stratégie de distribution et d'approvisionnement au sein de la Salam, on réussit petit à petit à réduire ce que ça coûte pour une famille d'avoir un enfant malade d'une maladie quelconque. Ça, c'est un exemple très typique. Mais évidemment, tout ça en tenant compte de l'inflation. Quand on regarde la première graphe, on a une évolution du prix de vente moyen pondéré de tous nos produits. Et quand on compare au taux d'inflation, puisque le taux d'inflation augmente, on voit petit à petit se rapprocher en fait les deux courbes, dans le sens où évidemment les produits augmentent de prix, mais l'inflation aussi augmente. On commence à réduire cette augmentation de prix malgré l'inflation. C'est en fait ça ce que ça dit. Qu'est-ce qu'on fait à notre niveau? Et ce qu'on peut, nous, en tout cas, mesurer au sein de la centrale, évidemment, c'est l'amélioration du catalogue. On est passé de 1150 références, on est passé à 1400 en un an et demi. Ça, c'est la première chose. Donc, on a amélioré la liste des produits qu'on met en référence dans le catalogue. On met aussi en vente d'autres catégories de produits qu'on ne faisait pas avant. Donc, on améliore petit à petit. Je ne dis pas que ça résout tout, mais petit à petit, on améliore les choses. On a réussi également à diminuer les prix. On a changé complètement de stratégie d'approvisionnement. On a réduit de 57% le prix des produits en cours en un an. On a réduit de 28% en moyenne. Ça peut aller de 2% jusqu'à 80%. Mais on a réduit à 26% en moyenne, plus de 100 références dans notre catalogue de prix. Ça, c'est un challenge que le ministère nous a vraiment, disons, apporté autour d'une table en disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, en changeant la stratégie, on a réussi en partie à réduire les prix de vente de nos produits. Ensuite, évidemment, il y a toute la question de la disponibilité. À l'heure actuelle, nous faisons vraiment face à des défis de quantification. On est en train de mettre en place un ERP, ce n'est pas encore fait. L'OpenLMIS qui devrait être fait depuis un an là est encore en cours de construction et de mise en place. Donc les choses avancent, pas aussi vite qu'on le voudrait, mais les choses avancent. Ensuite, évidemment, on parle d'accès quand on parle du produit qui arrive au niveau des patients. Pour le moment, on s'arrête nous jusqu'au niveau des pharmacies de gros districts. La question de la distribution au dernier kilomètre reste un vrai sujet qui n'est pas adressé à ce jour, en tout cas pour Madagascar. Là, j'entends bien que Djibouti, par exemple, a réussi ce pari, mais en tout cas, Madagascar, pour le moment, cet aspect-là n'est pas du tout adressé. C'est un sujet sur lequel tout le monde se mobilise, sans forcément savoir par quel bout prendre. Donc, il y a énormément d'initiatives, il y a les drones, il y a l'envoi par les privés, il y a l'envoi par la CNA et tout ça. Mais en tout cas, bon, ben, il y a plusieurs initiatives, elles ne sont pas forcément coordonnées ni pas coordonnées. Donc là, temps maintenant, je pense, de se mettre autour d'une table pour en discuter. En fait, des distributions trimestrielles ou semestrielles selon l'accessibilité des routes et des zones. À l'heure actuelle, 50 à 60% de ces axes-là sont couverts par nos propres moyens, donc notre flotte. L'autre partie est couverte par des partenariats avec le privé, ce qui rend évidemment le coût de la distribution un peu plus élevé. Mais après, ça se discute. Il y a énormément d'initiatives qui se font à l'échelle nationale, par le ministère de la Santé, par les partenaires, pour justement améliorer cette équité-là. Évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On a d'un côté donc les programmes verticaux qui sont financés donc par les PTF. Et là, on est tributaire, mais complètement donc des partenaires, et heureusement qu'ils sont là pour porter ces sujets-là. Donc pour tout ce qui est des grandes maladies, plus la santé maternelle, ce sont les partenaires qui financent ça. Pour la santé maternelle, il y a une petite
part du gouvernement malagasy, mais qui ne correspond évidemment pas aux réels besoins. Ensuite, on a parlé beaucoup de CSU ce matin avec la Banque mondiale. Il y a plusieurs essais pilotes déjà pour définir quel mécanisme conviendrait vraiment. Elle parlait ce matin de contexte d'applicabilité à beaucoup de pays qui ne sont pas forcément les mêmes. Évidemment, pour Madagascar, on se demande quel pilote marcherait. Il y a beaucoup d'initiatives d'ONG sur le sujet, la banque porte le sujet, donc il y a des initiatives, mais pour le moment, celle qui ressort le plus, en tout cas en ce qui concerne la CSU, c'est plutôt une tendance vers la mutuelle à base communautaire. Évidemment, quand on parle de mutuelle, on ne peut pas parler d'équité à 100%, puisque seuls les cotisants dans la mutuelle peuvent avoir accès à un paquet de soins défini. Donc, la question de l'équité se pose toujours, et on ne peut pas non plus parler là de couverture universelle. Ensuite, il y a beaucoup de vouchers qui sont réalisés aussi. Ça, c'est un test. Je pense que ça va aussi vers le sens de la couverture universelle. Mais donc, il y a, pour un paquet de soins et pour une catégorie de patients donnés, il y a des vouchers qui sont distribués beaucoup au niveau de la communauté et qui sont censés donc remonter pour être ensuite remboursés au niveau central. J'en parle ici parce qu'après, ça a un vrai impact sur la durabilité du système, mais ça impacte énormément sur la centrale. Puisqu'évidemment, ces vouchers-là, ça remonte au niveau des centres de santé de base, qui eux sont censés payer les pharmacies de gros districts, qui eux sont nos propres clients. Quand ça ne remonte pas comme il faut, le premier impacté, le dernier à payer, c'est toujours la centrale d'achat. Donc, évidemment, on ne renie pas l'initiative, mais je pense qu'il y a une amélioration nette à apporter sur ce genre en tout cas d'action et d'activité. Ensuite, il y a beaucoup, depuis 2020, depuis la Covid en fait, des fonds d'urgence qui sont alloués par le gouvernement. Donc ces fonds d'urgence-là donnent à peu près $17 à un malade qui arrive en urgence, qui n'a pas forcément les moyens, et donc ce malade-là a à un niveau, on va dire, de fonds qui est alloué pour le prendre en charge dans les premières minutes. Donc ça, c'est une initiative qui a été réalisée, qui a été mise en place à partir de 2020. C'est très bien aussi, sauf que, in fine, pareil, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on avait dit ce matin, et on va peut-être en reparler après. Comme ces fonds d'urgence-là, c'est les hôpitaux, et comme ces hôpitaux-là, ce sont eux qui gèrent toute la partie remboursement des fonds d'urgence, le dernier à être impacté dans tout ça, évidemment, c'est la centrale d'achat aussi. Donc on ne renie pas l'initiative, on se dit juste qu'il y a un meilleur moyen, je pense, d'améliorer tout ça. Et évidemment, tout ce qui est caravane médicale, je pense que c'est très ponctuel. Il faut être malade à ce moment-là, dans la zone, pour pouvoir bénéficier des caravanes médicales. Si on n'est pas là, si on n'est pas malade à ce moment-là, les caravanes médicales ne sont pas la réponse. Donc, voilà. Il y a quelques pistes de réflexion. Évidemment, la chaîne d'appro, elle est très fragile, comme je disais tout à l'heure. Plus il y a d'initiatives, quand elles ne sont pas coordonnées, en fait, ça fragilise. Les initiatives, c'est pas ça qui sont mauvaises. C'est vraiment, je pense, la coordination et ensuite la contextualisation pour que ça impacte favorablement toute la chaîne et tous les niveaux. Ensuite, on a remarqué qu'il y a un financement, en tout cas, de l'initiative du pays qui est très très faible. À l'heure actuelle, effectivement, entre 2 années successives, disons, le financement du médicament a augmenté un petit peu, mais ça ne couvre évidemment pas les besoins. Et donc, il y a une vraie faiblesse en fait dans ce financement-là, en tout cas à l'échelle du pays. Comme je disais tout à l'heure, quand les initiatives ne sont pas coordonnées, elles ne vont pas forcément dans le même sens et peuvent être même néfastes pour l'une ou l'autre des parties prenantes. Donc là, c'est un sujet, évidemment, qui doit être porté
par le pays, par le ministère de la Santé, mais c'est un vrai sujet. À l'heure actuelle, je parlais beaucoup, quand on parle d'accessibilité, évidemment, on parle de disponibilité, parce que ça impacte aussi sur le prix après. Quand le produit qui est de qualité, pas cher, qu'on met en vente, n'est plus disponible, forcément, il faut trouver une solution pour que le malade ait son médicament. Et donc, quand on n'a pas les bonnes données pour faire une quantification fiable, c'est un vrai souci de parler d'accessibilité. Nous, on a un vrai partenariat avec le ministère sur ce qui est autorisation de mise sur le marché, de préqualification aussi. Ça, par exemple, dans notre stratégie en 2 ans, on a vraiment changé les choses et on a pu, justement, c'est à partir de ça qu'on a réussi à améliorer le sourcing et qu'on a réussi donc à diminuer le prix des produits qu'on a mis en vente sur le marché. On parlait beaucoup ce matin de l'État, qui est notre premier client, mais aussi le plus difficile à recouvrir. L'année dernière, on a dû donc trouver une solution. On a fait un découvert bancaire. Je pense que quand je parle de ça, tout le monde... quand je parle ça aux autres centrales, je pense qu'on est très rare à parler de découvert bancaire, mais évidemment, quand on a des fournisseurs qu'on doit payer, qu'on n'a pas payé au bout de 120 jours, 150 jours, il faut trouver une solution. Mais ça, évidemment, tout le monde n'en parle pas, et donc le ministère encore moins. Mais sauf que si je n'ai pas le découvert, j'enlèverai presque 3 milliards par produit. Et je vends des millions de produits. Donc imaginez tout ce qu'on peut faire si on n'avait pas à faire ce découvert-là, et si on n'avait pas en face un client qui ne payait pas. Donc là, évidemment, il y a tout un enjeu de plaidoyer pour que les dépenses en santé, les dépenses en médicaments puissent passer dans les dépenses prioritaires de l'État. Il y a toute l'amélioration, évidemment, toute la problématique des infrastructures routières, puisque de plus en plus, les infrastructures routières sont inaccessibles. Évidemment, l'accessibilité vers un soin et vers des produits de qualité diminue au fur et à mesure. Donc là aussi, c'est un vrai enjeu dans nos pays. En tout cas, à Madagascar, là, c'est très problématique. Tout n'est pas non plus très mauvais. On a un plan stratégique national sur la chaîne d'approvisionnement qui vient d'être validé. Évidemment, dans ce plan-là, il y a tout un plan, une liste d'activités qu'il faut vraiment maintenant financer. Le sujet est tourné et adressé évidemment auprès des partenaires et autant auprès du ministère aussi, puisque c'est le ministère qui est donc lead de ce plan stratégique. On n'est pas prêt évidemment pour aucune encore pandémie, si jamais ça arrive. Un plan de contingence qu'il faut quantifier, définir et financer. Je ne sais pas qui est prêt à ce jour, en tout cas en ce qui nous concerne pour le moment, si on doit parler de pandémie de nouveau, on n'est pas prêt pour ça. Et évidemment, on a parlé beaucoup ce matin de digitalisation et on mise énormément sur ça. On est en train de mettre en place donc, notre ERP qui va, espérons-le, être fonctionnel mi de l'année prochaine, qui va vraiment nous permettre d'améliorer notre gestion et notre gestion déjà en interne, une meilleure quantification puisqu'on va mettre aussi en place un système de commande en ligne et petit à petit de nous pousser, puisque ça aussi c'est notre ambition, d'aller vers une mise en place en fait d'une gestion, de la traçabilité petit à petit. Et enfin on me dit, je suis trop longue, tout le monde est sur le sujet du dernier kilomètre, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas c'est ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui est dans les 5 prochaines années. Et enfin, évidemment, et c'est là où c'est important, les instances comme la CAM et tout ça, de faire un plaidoyer, je pense, commun sur la priorisation disons, des dépenses et des besoins en médicaments à l'échelle donc nationale de chaque pays. Donc voilà, à peu près pour ma prise de parole. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci à tous. Merci Madame la Directrice Générale. Je pense que sans plus tarder, comme les instructions qui nous ont été données, c'est d'avancer un peu rapidement, je vais donner la parole au Directeur Général de la Centrale d'achat du Comore.
Merci beaucoup. Mes chers collègues, chers invités, d'abord je m'appelle Omar Mohamed, directeur de la centrale d'achat de Comores. Petit historique, comme vous le savez, les Comores se trouvent au nord de Madagascar, au sud de Maldives et Seychelles, une heure de temps de vol de la Tanzanie et de la Mozambique. Donc on est moins d'1 million d'habitants. Malgré ça, on a toujours des difficultés d'approvisionnement dans notre pays. Donc la centrale d'achat est née en 1984. Donc mon premier fournisseur c'est IDEA, il est là. C'est HMP, il est là. On a à peu près 8 à 10 fournisseurs. Mais l'essentiel c'est IDEA, c'est HMP et notre fournisseur qui est basé à Maurice qui s'appelle Linéa. Donc on a, comme c'est un pays constitué de 4 îles, dont la 4e île est prise par la France, donc le Comores maintenant est constitué par 3 îles tout simplement, la Grande Comore, Anjouan et Nouméni. On est présent dans les 3 îles. Donc chaque île détient un dépôt et des sessions qui servent des points de vente. À la Grande Comore, on a un dépôt central qui distribue aux dépôts régionaux, plus 7 sessions à la Grande Comore, donc une session au sud et au nord, et 3 sessions à Moroni, dans la ville, dans la capitale. À Mouéli, on a une seule session au niveau de l'hôpital de référence. En juin, on a 3 sessions. C'est la 2e île, bien sûr, mais Mouéli, c'est la petite île des 4 îles. Donc, comme vous le connaissez, nous, on ne travaille pas avec l'État, on s'autofinance à hauteur de 1,2 milliard de francs comoriens par an. Donc on fait un appel d'offres international. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne répondent pas à nos appels. Maintenant, on vient de faire à travers l'État, nous a sollicité, vu la gestion des hôpitaux, des références, vu leurs moyens financiers qui n'en disposent pas, l'État nous a demandé de faire des conventions avec ces hôpitaux-là. Donc on a 5 hôpitaux de référence, dont 3 à la Grande Île, 2 à Anjouan et un hôpital à Mouéli. À la Grande Comore, on a fait 2 conventions avec les 2 hôpitaux de référence. À Mouéli, avec le seul hôpital de référence, on a fait une convention. Et puis en juin, on a fait avec l'hôpital de référence qui s'appelle Umbo. La façon dont on travaille avec ce hôpital-là, sur la vente totale mensuelle, on leur donne 20% pour accompagner leur système. Bien sûr, le reste nous revient. Donc, pour les centres de santé, on travaille avec des contrats et surtout on travaille à crédit. C'est-à-dire, on leur donne les médicaments jusqu'à la fin du mois, ils viennent régulariser leur situation, sinon ils n'auront pas le médicament au 2e mois. Donc Dieu merci, ils répondent. Donc la totalité de nos clients, ils répondent. Maintenant, pour la production, parce qu'on a un système d'une production locale, on a débuté avec 10 produits, maintenant on se trouve à 19 produits. Donc ces 19 produits, en général, ce sont des produits externes. On peut parler des minima analgésiques, des oxygéniques, des antigales, des chlorhexidine, etc. Mais le problème, avant, on travaillait dans la perte totale parce qu'il n'y avait pas une gestion de contrôler ces médicaments, la production, matières premières et tout ça. Mais maintenant, on a mis en place un système qui nous permet de savoir ce qu'on a comme bénéfice.
Le souci qu'on a au niveau de notre société, de notre centrale, c'est le laboratoire de contrôle des médicaments. Parce qu'on avait un petit labo, mais maintenant il n'existe plus. Donc le Fonds mondial nous a promis de nous accompagner depuis l'année dernière, mais jusqu'à maintenant on n'a rien reçu de leur part. Ils ont fait un appel d'offres, on a répondu, mais le processus s'est arrêté en cours, je ne sais pas pourquoi. Là, je dois retourner à l'État pour savoir le pourquoi. Donc, raison pour laquelle je saisis cette occasion pour adresser d'abord le remerciement à l'organisation de ce forum qui a bien réussi, mais j'ai des propositions à vous faire pour nous assister. Parce que hier, j'ai entendu certains pays qui ne payent pas la TVA. Nous, c'est le contraire, on paye la TVA. Donc, on aimerait que l'État, notre association, s'implique auprès de nos États pour nous accompagner. Voire même être invité. Si ça sera possible d'inviter nos pays, à ce temps-là, ils sauront de quoi il s'agit, notre association. En retour, ils vont nous apporter leur aide, quelles que soient les circonstances. Donc, encore une fois, nous, on travaille un peu avec les fonds mondiaux. Mais on a un souci avec ces gens-là, parce qu'ils viennent chez nous déposer leurs médicaments, ils nous demandent de distribuer ces médicaments-là, mais en retour, on ne gagne rien. Donc, apparemment, j'ai entendu dire qu'on devait avoir 30%, 12%, mais rien du tout. Et pourtant, ils utilisent nos voitures, ils utilisent nos dépôts et tout ça. Donc, raison pour laquelle j'aimerais que l'association s'implique davantage au niveau de nos partenaires mondiaux, au niveau de nos États, afin qu'on partage ensemble nos soucis et que vous pourriez intervenir après. Et j'aimerais ajouter encore sur les formations. Nous assister sur les formations parce que ma centrale est ancienne, mais je peux vous dire qu'elle est jeune parce qu'il y a pas mal de soucis de gestion technique, des gens qualifiés, on a pas mal de soucis. Donc j'aimerais avoir votre assistance sur ma société. On a un grand souci. Heureusement, ma collègue, ma voisine, ma soeur de Madagascar, elle vient de me siffler qu'il y a des labos, mais en général, on a des soucis pour les labos de contrôle des médicaments. Actuellement, on a une seule labo qui est au Kenya, et CHMP, vous savez que CHMP, il est cher, très cher. Donc, si c'est possible, si c'est possible d'avoir des laboratoires communs qu'on pourrait travailler ensemble pour qu'on y ait un service à bas prix afin qu'on puisse répondre aux besoins de nos patients. Parce que, comme vous venez de dire, il faut que le médicament soit contrôlé, être sûr de la qualité du médicament. Parce que là, j'ai eu un fournisseur, il m'a dit, la semaine dernière, il m'a dit, Omar, il faut être prudent. Parce que maintenant, la corruption est forte. Il y a certains centres d'achat qui commandent les médicaments en Inde, en Chine, pour avoir un prix bas par rapport aux femmes ou par rapport à Salama, ils négocient avec la société qui fabrique les médicaments de diminuer la dose. C'est ça qu'il faut maintenant en Chine et en Inde. Donc il faut être prudent parce qu'il y a la concurrence qui est là. Il y a Salama et aux femmes qui sont mécriées dans l'océan Indien. Donc, eux, ils vont négocier la diminution de la dose de la paracetamol afin qu'ils puissent vendre moins cher. Et ça crée des résistances. Donc,
Monsieur IDEA, il faut vérifier très bien là où vous achetez les médicaments en Inde et en Chine, parce que ce système est mis en place maintenant et c'est très dangereux. Donc, ok, l'heure est limitée, je m'excuse. Merci beaucoup. Merci Omar. Vous avez la parole de l'UNFPA. Oui. Ok, bonsoir à tous. Je suis Dr Valère Laoué. Je suis pharmacien de formation, spécialiste aussi en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je travaille pour l'UNFPA Côte d'Ivoire basé ici à Abidjan comme spécialiste de la planification familiale et je suis aussi responsable de la sécurisation des produits au dernier kilomètre. Donc mon intervention va principalement porter sur l'ensemble des interventions que l'UNFPA a fait ici en Côte d'Ivoire pour renforcer la chaîne d'approvisionnement des produits, plus spécifiquement ceux de la santé reproductive et des méthodes contraceptives. Donc, ce qu'il faut dire en fait, c'est que lorsqu'on parle de l'UNFPA, on parle plus spécifiquement de 3 résultats transformateurs que nous souhaitons atteindre d'ici 2030. Donc, il s'agit vraiment de mettre fin aux mortalités maternelles évitables, mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale et mettre fin aux violences basées sur le genre et tout ce qui sort de pratiques néfastes. Et pour atteindre en fait ces 3 résultats transformateurs, il est vraiment très important de pouvoir avoir une chaîne d'approvisionnement performant et optimal. Donc dans ce sens-là, un ensemble d'interventions sont menées en Côte d'Ivoire par l'UNFPA à travers un ensemble de projets. Dans l'un clé, c'est le projet UNFPA Supply Partnership ou encore le partenariat pour les produits de l'UNFPA. Donc à travers en fait ce projet qui est implémenté dans près de 50 pays à travers le monde, l'UNFPA met à la disposition des pays des produits contraceptifs et des produits vitaux de la santé maternelle. Donc en Côte d'Ivoire, c'est environ 2 milliards de produits contraceptifs et des produits de la santé maternelle qui sont acquis et mis à la disposition du gouvernement de Côte d'Ivoire pour s'assurer que les femmes et les filles de Côte d'Ivoire puissent déjà avoir un besoin qui est satisfait en matière de méthodes contraceptives et aussi vraiment lutter contre la mortalité maternelle. Donc à travers ce projet, un ensemble d'interventions qui sont divisées en 4 catégories sont implémentées. Donc, l'une des catégories en fait de ces interventions-là, c'est de se rassurer qu'au dernier kilomètre, une gamme complète de méthodes contraceptives soit disponible. Donc, pour ce faire, une évaluation a été récemment conduite par l'UNFPA en 2023 pour déjà connaître l'état des lieux sur la disponibilité même de ces produits-là. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des centres de santé, dont je parle ici des centres de santé urbains et ruraux, on a environ 88% des formations sanitaires qui avaient autour de 3 méthodes contraceptives disponibles et au niveau des hôpitaux c'était environ 55% des formations sanitaires qui avaient la possibilité d'offrir près de 5 méthodes contraceptives. Mais il est aussi en fait important de mentionner que cette évaluation a permis de noter que toutes les formations sanitaires visitées avaient connu au moins une rupture de stock des produits vitaux de la santé maternelle au courant des 3 derniers mois. Donc là, en fait, c'était vraiment un problème, c'est un problème vraiment criard, en fait, pour l'UNFPA. Donc dans ce cadre-là, nous avons eu à organiser un dialogue national sur la disponibilité des produits contraceptifs au dernier kilomètre, afin de pouvoir identifier les différents problèmes et formuler des solutions clés pour améliorer, renforcer la chaîne d'approvisionnement. Donc dans ce cadre-là, il y a 4 recommandations clés qui ont été formulées à l'issue de cette rencontre-là avec l'ensemble des partenaires du système des Nations Unies, ministère de la Santé et tout, ONG Société Civile. Donc, l'une des interventions clés devra porter en fait sur s'assurer de la gratuité même des services de planification familiale. Et pour ce premier point-là, on aimerait vraiment féliciter le ministre de la Santé parce que très récemment en octobre, le pays est passé vers l'offre de services de planification familiale de façon gratuite. Et on sait en fait qu'avec cette approche-là, ça va renforcer la disponibilité de ces produits au dernier kilomètre. L'un des éléments aussi clés, c'était de se rassurer que le pays puisse
étendre et accélérer en fait le déploiement du logiciel M-Supply, qui est en fait l'approche de digitalisation que le pays est en train de mettre en place pour s'assurer en fait de la disponibilité des produits et de l'information logistique, y compris au niveau central. Un autre élément clé, c'était le renforcement même des ressources humaines et spécifiquement avoir des ressources humaines dédiées à la gestion des produits au niveau des formations sanitaires, plus spécifiquement les centres de santé. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de ces centres de santé-là, les produits généralement sont gérés soit par des sages-femmes ou encore par des infirmiers. Il n'y a pas en fait des personnes dédiées qui ont la possibilité d'avoir, qui sont dédiées à la gestion même logistique de ces produits-là, ce qui fait que la gestion du flux logistique n'est pas maîtrisée et on se rend compte qu'il y a des ruptures à perpétuité. Donc là, en fait, c'était un des éléments. Et le quatrième élément, en fait, c'était de renforcer le leadership au niveau décentralisé, plus spécifiquement le leadership des pharmaciens et celui des directeurs régionaux. Parce que si les pharmaciens, en fait, sont davantage impliqués dans la gestion des produits, on sait, en fait, que ça va contribuer à améliorer de manière globale les indicateurs en matière de santé reproductive. Donc, toujours dans le cadre, en fait, de ce projet-là, comme je disais tantôt, on a 4 piliers. Le premier pilier, en fait, c'est de s'assurer de la disponibilité d'une gamme variée de produits contraceptifs. Le deuxième, en fait, c'est de renforcer la chaîne d'approvisionnement. Donc, en plus des activités que j'ai tantôt citées, pour ce qui concerne même le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, l'UNFPA appuie le gouvernement dans l'élaboration de ses plans stratégiques, notamment le plan national stratégique sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est une activité vraiment clé qui permet de définir l'ensemble des interventions et des priorités sur lesquelles les acteurs doivent agir pour renforcer la capacité de la chaîne d'approvisionnement et donc la disponibilité des produits au dernier kilomètre, y compris ceux de la santé reproductive. Un des éléments aussi clés, un pilier vraiment clé pour nous à travers le projet UNFPA Supply Partnership, c'est renforcer le financement même des produits contraceptifs et des produits de la santé maternelle. Et lorsqu'on parle de financement ici, ce n'est pas uniquement, en fait, je veux dire le financement international, mais c'est beaucoup plus le financement domestique. Ce matin, on a beaucoup parlé de durabilité, mais nous, à UNFPA, on est vraiment conscient qu'on ne peut avoir une durabilité que s'il y a un financement domestique, en fait, qui est renforcé. C'est dans ce cadre-là que l'UNFPA a mis sur pied un ensemble d'initiatives, notamment l'accord compact, à travers lequel, lorsque nous mettons à la disposition des pays des produits contraceptifs, nous signons aussi, en fait, un partenariat avec le gouvernement à travers lequel il s'engage de pouvoir investir dans l'acquisition des produits contraceptifs. Donc ça, c'est un élément vraiment clé. Et en plus de ça, nous allons coupler ce qu'on appelle le matching fund. Donc le matching fund, en fait, c'est un système incitatif qui permet, en fait, aux États de recevoir $2 à chaque fois que $1 est investi dans l'achat des produits contraceptifs. Donc ce sont, en fait, ces ensembles d'initiatives-là que l'UNFPA met sur pied pour se rassurer déjà, de la disponibilité des produits au niveau du dernier kilomètre et aussi au niveau du renforcement même de la performance de la chaîne d'approvisionnement en Côte d'Ivoire. Bon, étant donné que le temps il est assez limité, il y a plusieurs autres informations que je comptais partager, mais étant donné que le temps est limité, pour le moment, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une question? S'il y en a? Peut-être une question? Une question dans... Ok. Et comme il n'y a pas de questions, en tant que modérateur, j'ai le droit à une question. Et cette question va être adressée, j'ai bien aimé le compact et le matching fund, ce serait bien si ça pourrait être étendu aux autres produits parce que le thème de cette session, c'est l'équité et l'accessibilité. Comment est-ce que l'équité peut renforcer l'accessibilité? Et ça, c'est capital. Parce que oui, le médicament, c'est vrai, c'est fabriqué industriellement, ça a un prix, mais il y a aussi le côté social. Les centrales d'achat ont un objectif de service public. Maintenant, j'ai vu ce qu'a fait la Salama pour les barrières financières, mais est-ce qu'il y a une réflexion dans vos pays en ce qui concerne ce qu'on appelle la souveraineté pharmaceutique? Est-ce qu'on a commencé à discuter de ça? Parce qu'on parle beaucoup. Oui, c'est-à-dire les pays deviennent vraiment
plus indépendants, que ce soit au niveau du pays ou au niveau régional. Comme par exemple la fabrication de vaccins au Rwanda, la fabrication de vaccins au Sénégal. Il n'y en a pas. Oui. Donc, concernant en fait la souveraineté pharmaceutique, ce que je vais dire, c'est qu'actuellement, l'UNFPA travaille sur un projet, le projet Safe Birth Africa, qui est mis en œuvre en collaboration avec un partenaire unitaire. Donc, dans ce projet-là, il y a en fait plusieurs composantes. Donc, parmi ces composantes-là, nous avons en fait une qui porte sur le renforcement des capacités des États à pouvoir produire localement des produits, non seulement des produits pour la lutte contre la mortalité maternelle, tout ce qui est carbétocine, tout ce qui est acide tranexamine. Et pour le moment, je vais dire, un certain nombre de pays ont été ciblés. Actuellement, c'est le Nigeria et la Zambie. Donc, avant de faire ce ciblage-là, il y a eu une évaluation qui a été faite et ça a permis d'avoir, mais là, c'est de manière globale. Mais en Côte d'Ivoire, pour le moment, on n'a pas de manière spécifique des interventions dans ce sens-là. Merci beaucoup. En tout cas, pour Madagascar, il y a une industrie pharmaceutique qui produit, je pense, 5 produits. Il y a une initiative durant le Covid par le gouvernement malagasy qui malheureusement n'a pas duré. C'est en pleine réflexion sur comment redynamiser en tout cas cette usine pharmaceutique-là. Mais je pense que face aux défis auxquels le pays est en train de batailler pour le moment, la souveraineté pharmaceutique, c'est encore après tout le reste, je pense. Merci beaucoup. Des applaudissements pour les panélistes. Et je vais redonner la parole à Azar. Merci beaucoup.